Civis pacem para bellum. Saint Augustin avait réfléchi sur cette ancienne maxime latine, qui signifie « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». En y repensant, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, l'Amérique qui bombarde l'Iran pour imposer sa paix au Moyen-Orient, je comprends un peu mieux la pensée de ce philosophe de l'Antiquité. Sur le coup, je croyais avoir affaire à ce genre de personnage auquel l'histoire de l'humanité s'est toujours confrontée. Des figures de conquête qui mènent des batailles héroïques, remportant à coups de beaux discours l'approbation du public, et qui, une fois la guerre terminée et l'ennemi vaincu, peuvent ainsi être acclamés, qu'ils soient vivants ou morts. Le guerrier incarne désormais l'image de la paix acceptable, la paix du vainqueur. J'ai dû vous décevoir après le bac, vous qui comptiez peut-être sur moi pour honorer vos cours de philosophie, qui jadis m'ont tant illuminé lorsque j'étais lycéenne au Moncel, et que mes journées ressemblaient à une interminable traversée du désert. Vous ne vous en êtes pas mal tirée, mademoiselle. 13 sur 20, cela a dû vous rapporter pas mal de points au bac. Mais vous vous attendiez à plus, professeur? Au moins 16 ou 17? Je ne vous avais pas enseigné ce philosophe, et c'est bien dommage. Ce n'était pas nécessaire, puisque vous nous aviez appris à penser comme un philosophe. C'est-à-dire réfléchir avant de parler, faire preuve de discernement pour éviter les malentendus. Raisonner, mademoiselle, n'est pas donné à tout le monde, surtout lorsqu'on est encore jeune, qu'autre cas à l'époque. Le but, après tout, était d'obtenir votre bac, et vous y êtes parvenu, malgré les mauvais pronostics du départ. C'est vrai que je voulais à tout prix réussir mon bac, pour me sentir libre, ne plus être un poids. Mais cette note de 13 sur 20 à l'épreuve de philo au bac, ça m'a tellement déçue. Moi qui voulais suivre vos conseils et faire des études de philosophie à l'université. Cette note me rappelait douloureusement qui j'étais. Une fille asiatique, un enfant adopté, qu'on avait assisté depuis la naissance, et peut-être pour le restant de ses jours, incapable de penser par soi-même, de déployer mes ailes, un corps bien trop ankylosé par des années de boulimie. Vous vous étiez donc fixé une note pour poursuivre ce type d'études? Oui, 16 sur 20 au bac. Et je n'aurais pas fait la potiche en histoire de l'art. Qu'est-ce que ça change dans votre parcours, puisque vous êtes arrivé au même point que si vous m'aviez écouté? Et vous savez, les regrets ne conviennent pas vraiment aux femmes qui entrent dans la cinquantaine. Croyez-en mon expérience. C'est vrai que vous êtes parti très vite. C'est injuste, un si bon professeur comme vous. C'est un peu comme ce prof d'histoire au collège
qui nous avait appris à discerner le vrai du faux dans une information. Je ne sais par quel mauvais sort, sa voiture est passée quelques années plus tard sous un train, à un passage à niveau. J'entends encore résonner dans les couloirs de l'école Michelet les paroles de la chanson qu'il nous avait apprise. It's a long way to Tipperary. Le destin se joue des professeurs passionnés par leur métier. Vous savez, mademoiselle, à cette époque, on était encore nombreux, mais aujourd'hui, le nombre se réduit comme une peau de chagrin. Et qu'est-ce que vous avez retenu de mes cours? Un philosophe comme Kant, par exemple? Rien de tout cela, je dois avouer. En fait, si, j'ai retenu quelque chose de vous, qui m'a toujours fait sourire, et même encore aujourd'hui, quand j'y repense. C'est lorsque vous avez tenté de nous expliquer la laideur des philosophes. Ah bon? J'ai fait ça, moi, pendant mes cours de philosophie? Oui, et c'est pour ça qu'on vous adorait. Vous étiez si naturel à pouvoir passer d'un propos sérieux à la plus grande légèreté. Qu'est-ce que j'ai bien pu donner comme explication? Je ne m'en rappelle pas. Vous voulez bien me rafraîchir la mémoire? Bien sûr. Vous avez dit que vous aviez remarqué que les grands penseurs étaient dans l'ensemble assez disgracieux et que cela vous avait même interpellé à tel point que vous aviez échafaudé votre propre théorie, qui était la suivante. Vivre au quotidien dans le monde de l'abstraction, qui est la recherche permanente de la vérité, fait que les penseurs finissent toujours par se négliger physiquement. Au départ, ils luttent pour rester fringants et plaisants aux yeux de ceux et celles qui les écoutent, afin qu'ils puissent être crus. Mais très vite, cette tâche de séduction propre aux grands orateurs, comme les politiques, devient si pénible qu'elle finit par se résumer à une seule chose: être encore capable de se tenir debout et rester propre, juste ce qu'il faut. Car le plus important pour le philosophe est la clairvoyance de ses propos et aussi l'effet qu'ils auront sur son auditoire, de sorte que le moindre de ces mots ne puisse être déformé au moment de la transmission. Je suis impressionnée, mais c'est vrai que déformer les propos d'un philosophe est un piège dans lequel tombent beaucoup d'étudiants et même des professeurs qui se disent savants. Alors, pour saint Augustin et son fameux « préparer la guerre pour avoir la paix », ce n'était pas si facile de comprendre. Oui, je me disais en gros, préparer la guerre signifiait être en capacité de se défendre au cas où elle éclaterait. Construire une force de dissuasion, comme cela a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans ma dissertation, je voulais critiquer cette approche par le fait que la guerre froide était née de cette force de dissuasion. Cela signifiait que la paix n'était valable que dans les pays qui possédaient la bombe nucléaire, ce qui obligeait tous les autres à choisir un camp et donc à entrer implicitement en guerre. Mais je suis tombée dans ce piège d'avoir déformé les propos de cet évêque philosophe
qui avait la foi et ne prêchait pourtant dans l'Antiquité que la bonne parole du Christ autour de lui. Ce qu'il voulait dire décrit très bien ce qui se passe en ce moment. Lorsque les puissants ne se sentent plus en force face à leur adversaire, alors la paix se transforme en guerre préventive, et ce jusqu'à obtenir une paix acceptable. C'est-à-dire une paix où l'autre est totalement neutralisé. D'où la critique acerbe de saint Augustin sur les paix qui ne sont que partielles dans le monde. Tant qu'un puissant voit la menace chez l'autre, tout n'est que faux semblant de paix. C'est cela, mademoiselle. Saint Augustin était un grand pacifiste à la fin de sa vie, et il aimait répandre la bonne parole, que l'on peut résumer à cette citation tirée de la Cité de Dieu, livre 4. Si donc, ce n'était que par des guerres légitimes, et non pas par d'impies, par d'injustices conquêtes, que les Romains ont pu étendre si loin leur empire, n'auraient-ils pas à invoquer comme une déesse l'injustice étrangère ? Car elle a puissamment contribué à l'œuvre de la grandeur romaine, lorsqu'elle inspirait aux étrangers d'injustes hostilités, pour donner à Rome sujet d'entreprendre une guerre juste et profitable à sa puissance.